ça qu'on va commencer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette troisième conférence du Pôle Mémo de cette année. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir en direct du Liban, Madame Nada Hanid. Donc, merci à vous d'avoir accepté de faire cette conférence avec nous. Donc, vous êtes graphic designer de formation et avez travaillé pendant plusieurs années en tant que directrice artistique dans la pub. Ensuite, vous avez fondé la maison d'édition Tamiras Éditions en 2003. Puis vous avez participé à l'organisation des Jeux de la francophonie de Beyrouth en 2009. Vous avez écrit deux biographies, pardon, L'homme de cèdre et des très riches heures d'Antoine Naufal, toutes les deux parues aux éditions Kalman Levy. En 2012, vous cofondez l'ONG Women in Front dans un objectif de promouvoir la participation féminine dans la vie politique et lutter contre les stéréotypes de genre. Vous avez ensuite fondé l'association Madaniyat en lien avec la Fondation des femmes de Euroméditerranée, pardon, afin de continuer votre lutte pour la parité en politique et promouvoir l'accès à la scène politique des femmes et des jeunes dans un objectif de changer la société. Donc, nous vous remercions encore, Madame. Donc, cette conférence se fera en deux parties. Tout d'abord, vous présenterez votre association et nos trois présentateurs vous poseront des questions à la fin de chaque partie. Et ensuite, nous laisserons les spectateurs vous poser leurs éventuelles questions durant la dernière demi-heure. Donc, les spectateurs, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le chat et on les lira tout à la fin. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne conférence et nous vous remercions encore d'être là. Merci Salomé. Vous êtes très informée quant à mon parcours, donc je ne sais pas ce que j'aurais à ajouter concernant. D'abord, je voudrais aussi vous remercier de votre invitation et remercier Raphaël Zouane d'avoir pensé au Liban et à moi. Donc, mon ONG est une ONG récente, mais elle part d'un parcours qui avait débuté, comme vous avez dit, en 2012. L'innovation, si vous voulez, dans le parcours de l'ONG, c'est que nous l'avons rendue beaucoup plus inclusive. C'est-à-dire que nous œuvrons pour aussi une politique inclusive qui fait participer les jeunes et les femmes, enfin, et surtout les femmes jeunes et moins jeunes à la vie politique. Et nous œuvrons aussi pour plus de transparence et de gouvernance dans la politique. Donc, c'est pour ça que nous faisons des programmes, nous organisons des programmes qui sont ciblés sur des sujets précis politiques, parce que nous pensons qu'un citoyen informé, évidemment, votera mieux et sera beaucoup plus opérant au niveau du changement. Voilà, pour ce qui est, donc actuellement, nous travaillons sur trois sujets qui est précisément donner une culture politique aux jeunes. C'est tout un programme qui s'étale sur un an, en les associant aussi à notre visibilité sur les réseaux sociaux. Et nous avons conduit une grande enquête nationale pour voir quelle est la perception de la femme, la femme et le leadership au Liban. Parce que c'est vraiment, la perception est une des racines du problème. Et le troisième programme est la violence contre les femmes en politique. Et nous verrons après, à la suite de la présentation, pourquoi ceci est un besoin au Liban et je suppose aussi dans tous les autres pays. Merci beaucoup, Madame, en tout cas, pour cette introduction et merci de nous faire l'honneur de votre présence. Donc, vous avez préparé un petit PowerPoint pour aider les spectateurs à mieux comprendre ce que vous souhaitez mettre en lumière ce soir. Donc, on vous invite à partager votre écran pour pouvoir nous faire justement cette petite présentation. Et comme Salomé l'a indiqué, on fera ensuite l'échange questions, que ce soit avec donc Adi, Hadj, Raphaël et moi-même, et puis ensuite avec les spectateurs. Parfait, je vais mettre mon écran en mode partage.
Voilà. Donc, cette conférence est un aperçu sur les droits des femmes au Liban et au Moyen-Orient. Bon, comme je suis libanaise et je connais mieux le terrain libanais, ce sera beaucoup plus axé sur le Liban, tout en faisant un rapide aperçu aussi des avancées et des changements qui se sont faits dans la région. Donc, que dit la Constitution libanaise? La Constitution libanaise, dans l'article 7, dit que tous les Libanais sont égaux devant la loi. Et je suppose que toutes les constitutions du monde disent à peu près la même chose pour leurs citoyens. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics sans distinction aucune. Mais ceci n'est pas vraiment appliqué, c'est pour ça, ni au Liban ni dans beaucoup de pays, c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin de faire une convention qui s'appelle le CEDAW. C'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et c'est un moment fondateur de l'histoire de l'activisme des femmes. Elle est née d'un vrai besoin puisque malgré l'existence d'autres traités internationaux en matière de droits de l'homme, les femmes ne jouissent toujours pas des mêmes droits que les hommes. Donc, le CEDAW a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979. Il est entré en vigueur le 3 septembre 1981 et il y a environ 187 pays qui font partie aujourd'hui de la Convention, à savoir que les États-Unis n'en font pas partie. Donc, il y a les 16 articles de fond de la Convention définissent exactement les domaines spécifiques de discrimination qui sont très préoccupants et ils établissent aussi les moyens de les éliminer. À savoir qu'il y a quelques pays qui ont émis des réserves, donc qui ont signé la Convention et ont émis des réserves. Le Liban en fait partie. Donc, c'est quoi être féministe au Moyen-Orient? L'histoire féministe s'est jouée en plusieurs temps et a transcendé les générations comme en Occident, comme toute l'histoire féministe mondiale. Donc, malgré les différences de langage, de contexte ou encore de méthode. Donc, avant, on parlait de la convergence des luttes, la lutte des classes et la lutte pour acquérir ses droits. Aujourd'hui, comme en Occident, on parle d'intersectionnalité, de patriarcat. Enfin, comment on dit, ce langage qui est commun à tous les féminismes, qu'ils soient orientaux ou occidentaux. On a l'impression, en regardant les images des printemps arabes, c'est que la jeunesse était aux avant-postes. C'est vrai, elle était aux avant-postes, mais aussi, il y a eu, durant ces révoltes, il y a eu une communion entre les militantes de longue date et les jeunes féministes sur le terrain. Et beaucoup de travail a été fait ensemble pour établir des stratégies communes et aussi à réfléchir aux erreurs du passé, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises en fait. Je voudrais juste signaler que les féministes, pas toutes, mais beaucoup de féministes arabes tiennent souvent à souligner que le fondamentalisme, qui est l'ennemi numéro 1 des femmes, et le néocolonialisme vont de pair. Donc, si on parle des premières militantes. Les premières militantes ont plaidé pour le droit de vote, à la représentation politique, à l'accès à l'éducation. Et elles ont également milité contre les puissances mandataires et coloniales. Et comme vous voyez dans l'image qui est à gauche de l'écran, là c'est une image de femmes libanaises qui en l'année 52, 51-52, ont fait beaucoup de manifestations devant le Parlement pour avoir droit au droit de vote, donc qu'elles ont obtenu d'ailleurs en 53. Et la dame de droite, donc c'est une femme qui, dès que le droit de vote a été donné aux femmes, elle s'est tout de suite présentée aux élections, un siège dans son village natal. Donc, elle n'a pas eu le siège, mais elle avait considéré que faire le pas était très important. Les premières militantes ont aussi levé le voile par des actions éclatantes. Donc, elles ont contribué au débat voile ou pas voile, qui au Moyen-Orient n'existe même plus maintenant. Enfin, aussi, on pourra en parler. Donc, si on dit que le début du féminisme, on peut dire qu'en 1920, les féministes arabes sont passées de l'invisibilité
et de l'inaudibilité à la conquête de l'espace public. Donc, en 1923, il y a deux Égyptiennes qui revenaient d'un congrès féministe tenu à Rome. Elles enlèvent leur voile à la gare du Caire et sous les applaudissements d'une foule de femmes voilées. Donc, ce mouvement-là prend ensuite beaucoup d'ampleur et d'autres femmes feront pareil en Égypte, au Maghreb et dans certains pays moyen-orientaux. Donc, Anbar Salam, dont vous voyez la photo à droite, est une féministe libanaise pionnière qui était très engagée pour l'éducation des filles. Et elle a enlevé son voile durant, je pense que c'était un concert dans une université, et ça avait fait scandale à l'époque. Donc, dans le sillage des indépendances, les femmes ont lutté pour leurs droits et leur émancipation, tout en s'engageant dans les mouvements de lutte anticoloniale. Donc, il y a aussi un certain débat qui a eu lieu à l'époque. Elles ont été aussi accusées souvent par les religieux ou bien les gens plus réticents au changement d'avoir été instrumentalisées par l'Occident, bien qu'elles aient eu des actions contre les colonies, enfin contre les puissances mandataires. Donc, c'était, comme toujours à l'époque, elles étaient un peu victimes de leur combat. Et beaucoup ont épousé largement le panarabisme. Et dans certains pays, pas tous, elles ont lutté dans des structures liées à l'État, comme par exemple en Tunisie sous Bourguiba. À partir de 1970, le féminisme arabe entre dans une autre phase, donc plus d'affirmation et un élargissement de l'activisme à d'autres pays, comme le Liban, l'Irak, le Yémen, la Syrie et les pays du Maghreb. La nouvelle génération de féministes, qu'on a vu aussi beaucoup pendant les printemps arabes, a grandi avec l'Internet et beaucoup moins avec l'idée d'association. Parce que sur Internet, on a vraiment l'impression d'appartenir pas à une association, mais à autant d'associations qu'on a de pages Facebook. Donc, voilà, cette génération est également beaucoup plus exposée à l'anglais, ce qui n'était pas le cas des féministes, des premières féministes. Et c'est dans cette langue qu'a circulé la part la plus importante de la production théorique et militante sur le genre et les sexualités. Donc, les jeunes féministes sont pour un féminisme plus large qu'avant, un projet de société qui touche à tous les aspects économiques, civils et juridiques. Donc, ça pose toujours problème quand dans les congrès, comment on dit, qui avait lieu au moment où on pouvait se trouver en groupe, quand il y avait quelqu'un qui utilisait la rhétorique, la vieille rhétorique qui est, par exemple, les droits de la femme. Il y a toujours quelqu'un pour dire que les femmes sont plurielles, il n'y a pas une femme avec un F majuscule, il y a des femmes, des minorités raciales, minorités sexuelles, des classes sociales défavorisées, tout ça, ce combat doit comporter toutes ces femmes-là. Elles subissent tous la domination, des dominations qui se déclinent différemment suivant leur vécu. Donc, et à ces dominations, il n'y a pas une solution unique, mais des solutions. D'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez que j'ai mis à droite la photo de Sarah Hijazi, qui est une jeune militante LGTB qui a milité au Caire. Là, c'est une photo qui est prise dans un concert en 2017, où elle a brandi le drapeau LGTB. Et pourquoi je l'ai mise là? Parce que quand elle s'est donné la mort, je pense que c'était l'année dernière, elle avait été exilée, elle avait été emprisonnée, torturée, harcelée, et elle a dû partir. Elle a fini par se suicider au Canada. À l'annonce de sa mort, elle a été pleurée par les associations essentiellement féministes, qui ont considéré qu'elle faisait partie de leur combat. Donc, il faut savoir que ce nouveau féminisme peut conduire à beaucoup de répression. Et ça se voit en Arabie Saoudite et en Égypte. Les exemples sont légion.
Donc ici, je voudrais juste brièvement parler d'une jeune militante libanaise, donc qui s'appelle Hayat Neuchat, qui est la cofondatrice du collectif Female, et parce qu'elle a figuré cette année sur la liste BBC des 100 femmes les plus inspirantes et influentes du monde pour l'année 2020. Donc, c'est une femme qui a milité beaucoup au sein d'une association. Elle a été la directrice de communication et elle a fait sienne les luttes contre la violence faite aux femmes et aussi contre le harcèlement en ligne. C'est un problème très grave qui touche les adolescentes de notre temps. Et elle a aussi beaucoup milité contre le mariage des mineurs. Donc, Nawal Saadawi, qui est aussi décédée cette année à l'âge de 90 ans, je pense, est une militante égyptienne qui ne peut pas être mise dans une case spécifique parce qu'elle a tout fait, elle a tout essayé, elle a été de tous les combats, elle a été emprisonnée sous la présidence je pense que c'est de Sadat, parce qu'elle a été libérée par Hosni Moubarak, à cause de son livre La femme et le sexe, qui avait paru en 72, qui a été très vite interdit au Caire. Donc, elle a été libérée, et puis elle s'est exilée aux États-Unis, et elle a tenu à revenir pour s'installer dans son pays natal. Donc, son combat a porté ses fruits, puisque l'excision a été interdite sous la présidence de Moubarak. Sauf que les islamistes qui sont toujours tapis et qui arrivent en élisant Morsi ont voulu abroger cette loi. Et ces dernières années, elle les a vécues dans une très grande souffrance en raison de l'islamisme comportemental imposé par le nouveau maître de l'Égypte qu'elle avait quand même soutenu, puisque c'était lui qui était venu juste après Morsi. Donc, elle faisait aussi partie, elle pensait que le féminisme, comme toutes les premières militantes, était indissociable de la cause, des causes sociales. Donc, une femme qui n'a pas ses droits, c'est-à-dire qu'un processus superficiel de modernisation ne peut bénéficier qu'aux élites. Et on devient des pâles imitations, des images caricaturées de femmes occidentales, et on n'atteint jamais une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Donc, comme une féministe libanaise, est une femme décédée aussi, qui est une avocate, qui a défendu les droits de l'homme aussi avec son mari. C'était un couple célèbre au Moyen-Orient qui s'appelait Laure et Joseph Mougaïzel. Et les contributions de Laure Mougaïzel sont innombrables. Donc, elle a été membre fondateur de beaucoup d'associations, mais comme elle était avocate, elle a pu aussi travailler sur des projets de loi, et on lui doit entre autres la possibilité de voyager sans l'accord de nos maris. Ça, c'était en 1974. Elle a travaillé pour l'égalité successoriale, pour l'élimination des sanctions concernant la contraception et l'homogénéisation de l'âge de la retraite entre les hommes et les femmes. Et surtout, évidemment, la capacité de témoignage de la femme qui était inexistant avant 1993. En parlant de féminisme, donc je ne peux pas ne pas citer le 17 octobre 2019 et ce qui s'est passé au Liban. Le 17 octobre 2019, le peuple libanais s'est soulevé. Et il s'est soulevé, hommes, femmes, jeunes, vieux, c'était impossible de continuer à se taire. Mais c'était très étrange, c'est de voir que spontanément, la cause féminine a été au cœur des manifestations et que hommes et femmes ont demandé à ce moment-là les droits des femmes. Et ça, c'était une première parce que, à part les manifestations qui avaient eu lieu dans les années 50 pour le droit de vote, les hommes étaient un peu
un peu réticents ou bien un peu pas intéressés par les droits des femmes. Et là, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui touchait aussi les jeunes. Et là, c'était un féminisme vraiment radical parce qu'on ne voulait même plus demander aux dirigeants de faire quelque chose. C'était nous arracherons nos droits s'il le faut. Et là, ce sont les premières demandes vraiment vocales et très visibles pour un État civil où les discriminations ne seront plus tolérées. Donc, au cours de ces manifestations, il y a eu un renversement de stéréotypes très clair. Parce que vous savez que la femme libanaise est très stéréotypée, on pourra en parler aussi. Donc, si vous voyez à la droite de l'écran, il y a une femme qui avait fait, une jeune femme qui avait fait une vidéo très drôle qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui disait « On est devenu tellement pauvre parce que la livre libanaise s'est énormément dévaluée et que le peuple s'est appauvri ». Elle disait « Je vous avais rendu tellement pauvre que je ne sais plus comment renouveler mes injections de Botox ». Alors l'image du milieu, c'était une femme qui disait « Stop with all the fake promises, you sound like my ex ». Donc, arrêtez avec vos fausses promesses, on dirait mon ex. Et à gauche, celle que je trouve la plus drôle, parce que si vous voulez, le slogan de ces manifestations, c'était « tous, c'est-à-dire tous, dégagez tous ». Elle a écrit « tous, dégagez tous » et mon mari aussi. Donc, c'était un renversement de stéréotypes parce qu'on a découvert que les femmes pouvaient être visibles, qu'elles pouvaient rire de tout et même d'elles-mêmes. Et il y a eu aussi leur courage qui est vraiment apparu au grand jour parce qu'elles étaient aux avant-postes de toutes les manifestations. Donc, il y a là à gauche, vous voyez, c'est une image iconique de ces manifestations. C'est une jeune femme du début qui a donné un fameux coup de pied à un garde-corps d'un ministre, je pense, qui ne voulait pas la laisser passer. Et après, c'est devenu un genre de trend, de mode, de mettre les femmes en avant-première, aux premières lignes, pour que les forces de l'ordre hésitent à les frapper ou bien à les faire reculer. Ce n'était pas toujours le cas parce que très souvent aussi, il y avait des partis politiques qui intervenaient et là, qui ne faisaient aucune différence entre les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux et qui tapaient avec tout ce qui leur tombait sous la main. Il y a eu aussi un mouvement étrange de solidarité parce qu'en même temps, il y a eu des soulèvements en Éthiopie et en Irak. Et il y a eu une solidarité comme ça, des saluts qui sont envoyés d'Irak et d'Éthiopie aux Libanaises. Donc, si on veut parler de droits des femmes et de militantisme, il faut savoir quelque chose au Moyen-Orient, c'est le pouvoir des ONG. Et les ONG, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître en France ou en Occident avec les associations. Les ONG sont des organisations non gouvernementales qui ont une très grande latitude une marge de manœuvre, donc, puisqu'elles financent. Et elles financent, elles sont un facteur essentiel dans la survie des associations féministes et de leur travail, donc leur capacité à mettre en place des actions. Donc, en gros, elles font le boulot des dirigeants de l'État qui, en général, n'a pas de financement public à mettre pour les réformes et pour les lois qui régissent les lois civiles, quoi, les droits de l'homme. Tout ça, c'est presque, ça n'existe pas dans les finances publiques. Donc, cet effort-là est fourni par des organismes internationaux qui soutiennent les ONG. Donc, on leur doit beaucoup tous les avancements concernant les violences familiales, l'immigration et le travail domestique, etc. Et en général, les groupes féministes doivent faire une juste balance entre ce qu'elles veulent vraiment et donc une forme d'autonomie et de liberté d'action et en fait les offres de financement.
souvent, il faut naviguer habilement pour pouvoir être conséquent avec soi et conséquent avec le financement de ces ONG. Donc, et c'est de là qu'on entend beaucoup le terme de empowerment, c'est-à-dire l'émancipation économique via les outils de l'économie solidaire, qui est à la base de tout le travail aussi des ONG. Cette notion d'empowerment, c'est une méthode dynamique et responsabilisante, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la charité. On ne fait pas la charité, mais on présente les femmes comme actrices du développement et non comme des victimes. Donc, et on prend en compte aussi ce qu'elles sont et ce dont elles sont capables. Et en fait aussi, quelque chose de très important, quels sont vraiment leurs rêves. Donc, pour les indicateurs d'empowerment, il faut, pour commencer par travailler, il faut déjà faire un état des lieux, c'est-à-dire évaluer la situation de départ, les ressources économiques, humaines et sociopolitiques qui sont en jeu. Qu'est-ce que le programme va apporter en termes de stratégie, de moyens et d'activités? Le résultat en termes de nouvelles possibilités, de nouveaux choix et l'impact. Est-ce que ça a fait vraiment un changement? Donc, il y a vraiment un travail d'analyse après que les programmes soient finis pour voir est-ce que ça n'était pas de l'argent jeté par la fenêtre ou bien ça a vraiment influé sur la qualité de vie et la justice sociale. Donc, pour arriver à un niveau d'empowerment acceptable, il y a plusieurs niveaux qu'on peut mesurer sur différents niveaux. Donc, il y a le niveau de participation économique, sociale et politique, les opportunités. Donc, on regarde la représentation au gouvernement, l'utilisation du téléphone à partir de 15 ans et si les femmes ont accès à un téléphone portable à partir de 15 ans, si elles ont un emploi, si elles ont accès à des services bancaires et leur niveau d'éducation. Après, il y a aussi l'expérience, en termes ce qu'elles ont vécu en termes de discrimination. Donc, la perception des hommes de leur participation à la vie politique, à la vie économique. Quand on voit beaucoup plus d'hommes de garçons qui naissent beaucoup plus que les filles, on se pose des questions et on examine les lois qui limitent la participation des femmes à la vie publique et à la vie sociale du pays. Et après aussi, on mesure en termes de sécurité, si elles sont physiquement en danger, si elles peuvent marcher le soir seules, et évidemment s'il n'y a pas un état de violence dans leur communauté ou bien dans leur pays. Donc, si nous revenons au Liban, il y a, là, on peut voir quelques dates qui sont importantes. Donc, comme j'avais dit, le droit de vote en 1953 et il y a en 1994 le droit d'ouvrir sa propre société. En 2011, et c'est pas très vieux, hein, l'abolition du crime d'honneur. Avant, et ça c'était totalement inadmissible, jusqu'en 2011, un homme pouvait dire que son honneur avait été bafoué pour expliquer un féminicide. Donc, ça, c'était quelque chose qui vraiment était impardonnable, d'avoir tant tardé à abolir cette notion. En 2014, il y a eu le passage, la loi contre les violences domestiques est passée, évidemment incomplète, on aura l'occasion d'en parler. Et en 2016, nous avons eu enfin un ministère des droits de la femme qui a été pris en charge. Donc, le Premier ministre était un homme. Donc,
vous pourrez trouver, enfin, on a trouvé ça d'une ironie, c'était totalement inacceptable pour les Libanaises, mais bon. Donc, ce qu'il faut savoir, si on veut bien comprendre la complexité du travail d'avancement sur les lois, c'est qu'au Liban, il y a 17 religions qui sont officiellement reconnues et il y a 17 tribunaux qui légifèrent pour les femmes appartenant, les femmes et les hommes, les citoyens qui appartiennent à ces 17 religions. C'est-à-dire que l'État a délégué aux communautés religieuses, si vous voulez, il a délégué complètement tout ce qui a droit au statut civil. C'est-à-dire les lois, le mariage, le divorce, la filiation, la succession, tout ça relève des lois établies par les différentes communautés. Donc, et ça, c'est vraiment très embêtant très embêtant, c'est un mot qui est très faible par rapport à la complexité du problème. Donc, il y a des tribunaux spirituels pour les chrétiens, des tribunaux karaïtes pour les sunnites, jafarites pour les chiites, etc. Et on ne peut pas en sortir. Donc, par exemple, si on prend le mariage, la communauté druze est monogame, les sunnites et les chiites reconnaissent la polygamie, et les tribunaux maronites donnent très difficilement le divorce. Bon, on peut l'avoir, mais ça prend des années. Voilà. Donc, une des aberrations des lois concernant les discriminations faites aux Libanaises, c'est la transmission de la nationalité. Donc, les femmes libanaises ne sont pas en mesure de transmettre leur nationalité à leurs conjoints ni à leurs enfants. Donc, c'est une loi extrêmement discriminante, mais qui remonte à l'afflux en 1947, quand il y a eu un afflux de réfugiés palestiniens au Liban. On a dit que les femmes ne donneraient pas la nationalité à leurs enfants parce que ça pouvait être un frein ça pouvait changer la démographie du pays. Et donc, c'est pour des raisons totalement confessionnelles. Donc, les Palestiniens sont peut-être, je ne sais pas quel est le nombre, personne ne sait d'ailleurs quel est vraiment le nombre des Palestiniens qui sont au Liban, mais le nombre de Libanaises qui ont épousé des non-Palestiniens, même des Occidentaux, est encore plus grand. Donc, elles sont totalement discriminées. Et on a noté que les pays comme la Jordanie, l'Irak et la Syrie ne donnent pas ce droit aussi de transmission parce que aussi ils ont ce problème des réfugiés. Donc nous, au Liban, je dois ajouter qu'en plus des réfugiés palestiniens, nous avons des réfugiés syriens maintenant et qui aussi appartiennent à la communauté sunnite. Donc, voilà, on a toujours peur que la balance ne soit pas, qu'on perde cette balance, cette notion de balance entre les communautés. Le mariage des mineurs, aussi, ça c'est un sujet très poignant et qui est aussi au devant de la scène, qui est aussi très poignant à cause aussi des difficultés économiques que le peuple libanais connaît et aussi que les réfugiés syriens connaissent, parce que c'est dans leur communauté aussi que beaucoup de mariages de mineurs se font. Donc, très souvent, la loi, le projet de loi a été déposé en 2017, et évidemment, il y a une communauté qui a refusé de l'entériner. Et voilà, c'est un débat très chaud. Donc, si vous voyez à droite, une photo des campagnes qui a été faite sur les réseaux sociaux et dans des affiches et qui a eu un très fort retentissement. C'est un genre de happening qui s'est passé sur le front de mer. Il y a un monsieur donc d'un certain âge avec une fillette
qui a posé vraiment en live quoi, sur la corniche. Et il y a eu des attroupements parce que les gens étaient complètement catastrophés de voir cette petite fille au bras de cet homme. Et ça a fait beaucoup réfléchir. Donc voilà. Ça a fait réfléchir tout le monde, sauf les gens qui sont contre la promulgation de cette loi. La loi contre la violence contre les femmes, voilà, première aberration, on ne reconnaît pas les violences contre les femmes en tant que violences contre les femmes. On a tenu à introduire la violence domestique, c'est-à-dire d'inclure les enfants aussi dans la sphère familiale. Mais grand avancement, en 2014, on a reconnu qu'elles étaient vraiment victimes de mauvais traitements et qu'elles avaient besoin de protection et de recours juridiques. Donc, on a formé des forces de l'ordre, on a créé des shelters, des endroits où elles pouvaient se réfugier, on a désigné des avocats généraux aux affaires familiales, etc. Mais évidemment, cette loi reste incomplète parce qu'elle ne comprend pas le viol conjugal et que très peu de moyens sont mis en termes de finances pour remédier à ce problème. Heureusement que quelques juges éclairés, beaucoup il faut dire, prennent les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'ils interprètent la loi en faveur de la femme très souvent. Pas très souvent, on ne peut pas dire très souvent, mais dans beaucoup de cas, ça se fait. C'est une façon de contourner la loi sans vraiment s'attaquer au problème. Et récemment, donc en 2020, la loi contre le harcèlement sexuel a été adoptée, comprenant aussi le harcèlement en ligne. Donc, il y a un problème aussi très présent et aussi très présent aussi depuis le confinement. Donc, évidemment, c'est une loi incomplète. Donc, si nous parlons maintenant du Global Gender Gap Report, ça veut dire le rapport mondial sur l'écart entre les femmes et les hommes, je vais vous donner un aperçu. Cet indice, il évalue donc la façon dont les ressources et les opportunités sont réparties entre les femmes et les hommes. Et il permet de mesurer les inégalités. Donc, les chiffres là sont les chiffres qui touchent à la région arabe. Donc, la participation à la main-d'œuvre dans les régions arabes est de 18,4% par rapport à la moyenne mondiale de 48%. Et le chômage des femmes est 3 fois plus élevé que la moyenne mondiale, donc de 15,6%. Seulement 11% de femmes occupent des postes de direction par rapport à la moyenne mondiale de 27%. Donc, évidemment, aussi, il y a un travail de garde non rémunéré, donc, qui fait que les femmes consacrent près de 5 fois plus d'heures que les hommes à aux travaux ménagers et aux travaux de soins. Et là, on arrive à ce qui concerne le Liban. Donc, le Liban, dans le Gender Gap, occupe la 145e place sur 159 pays. Donc, bien que les femmes aient sur le marché du travail 29%, mais ces chiffres-là sont très bas à cause de la participation politique. Et on verra que la participation politique est très faible pour les femmes au Liban. Et c'est d'autant plus étonnant que les femmes sont partout. Donc, elles vont à l'école autant que les garçons, et elles sont plus nombreuses dans les universités. Donc, elles sont à 56% dans les universités. Donc, les enseignantes sont à 70%, 41% d'ingénieurs et de médecins. Et dans les partis politiques, les pharmaciennes sont maintenant, elles sont peut-être à 45 ou 48%. Et dans les partis politiques, elles participent de 30 à 50%. Comment comment on peut expliquer alors ce retard inacceptable et incompréhensible dans la participation politique? Donc, le Liban est un des plus mauvais élèves au monde sur le plan de la participation des femmes dans la vie politique. Donc, il est classé 147e sur un total de 149 pays.
Il faut savoir que la participation des femmes à la vie politique est un indicateur de démocratie et d'un pays et de son développement. Et c'est d'autant plus étonnant que ce n'est pas parce qu'on a eu le droit de vote en 1953 avant beaucoup d'autres pays qu'on va bien. Donc, ce n'est pas un indicateur que les choses vont bien. Donc, en 1963, on a eu la première députée au Parlement et en 2004, seulement la première femme ministre. Donc, il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, les femmes ont obtenu le droit de vote entre 71 et 75, suivant les cantons. Et aujourd'hui, le Parlement fédéral est presque paritaire. Donc là, on regarde les chiffres de participation dans le monde arabe et on voit que le Liban est un très misérable 4,69%. Derrière nous, il y a Oman et le Yémen. Donc, l'Arabie saoudite réussit à faire mieux que nous. Ils sont à presque 20%. Et l'Égypte, par exemple, est à 27,41%. Donc, on voit ici que les progrès ont été très faibles. En 2012, on avait 4 femmes députées, donc 3,1% du Parlement. En 2021, on a 6 femmes députées. Donc, un très, très gros effort a été fait au moment des élections pour encourager les femmes à se présenter aux élections. Donc, pour la première fois, on a eu 113 candidates aux élections. On était très contents, on a soutenu, on a fait toutes sortes de campagnes, on leur a donné un peu de visibilité sur les réseaux sociaux et sur les télévisions. Et on a fini par avoir que 6 députés au Parlement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont demandées de la part à la classe politique, c'est-à-dire donner plus de soutien, parce que notre système politique, en fait, nos listes électorales préconisent, c'est un système qui préconise le vote préférentiel. Donc, si les partis politiques n'annoncent pas d'emblée que leur favori est tel ou tel, les femmes n'auront presque jamais de chance de percer. Il faudrait clarifier les mécanismes d'accession aux postes de décision. Et là, c'est totalement opaque. Je parle du Liban, évidemment. Beaucoup plus de transparence au niveau des financements de campagne, plus d'espace médiatique accordé aux femmes, des campagnes d'encouragement au vote, l'allègement des frais de candidature et de campagne. Évidemment, il y a beaucoup de mesures qui doivent mettre en place, mais rien et aucune mesure n'est aussi efficace que les quotas. Donc, les quotas, c'est un levier indispensable. Et le système de quotas a été introduit dans un grand nombre de pays, environ 130. Ça se fait par le biais d'un amendement de la Constitution ou de la loi électorale. Et chaque pays applique un système de quotas suivant son contexte politique, social et économique. Donc, on peut avoir des sièges réservés, comme beaucoup de pays. On peut avoir des quotas qui sont laissés à la discrétion des partis politiques et des quotas sur les listes en accordance avec un texte législatif ou de la Constitution. Donc, les résultats indiquent que quand les quotas ont été adoptés, en 1995, le système de quotas a été adopté, on est passé de 11% à 27% de participation féminine dans les parlements. Ça, c'est les chiffres de 2018. Ils doivent être un peu plus hauts maintenant. Donc, ces sièges réservés, si vous voulez, ce système de quotas n'est pas fait pour perdurer. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme au Rwanda, avoir mis un quota en 1994, après le génocide rwandais, où il n'y avait plus vraiment d'hommes et que les femmes ont décidé d'elles de se présenter aux élections, et l'enlever. Et aujourd'hui, par exemple, le Rwanda est à la tête de la participation politique féminine, 61,25%.
Donc voilà, pour ceux qui sont réticents au quota, nous on dit toujours que ce n'est pas quelque chose qui se fait à vie, mais c'est indispensable. Donc, quand on parle de la visibilité des femmes et de leur entrée en politique, évidemment, tout ça conduit à beaucoup plus de sexisme et beaucoup plus de violence contre les femmes en politique. Donc, tous les jours, nous dénonçons des propos sexistes d'hommes politiques ou de dirigeants qui n'ont pas encore compris que les femmes aussi avaient accès comme eux, à l'espace public. Ils ont compris, mais non, ou bien ils ont compris, ou n'ont toujours pas si vous voulez, compris vraiment la portée de leurs propos sexistes. Là, j'ai mis quelques exemples de campagnes que nous faisons pour dénoncer cela. En bas, vous avez par exemple ce même député qui est réputé pour ses sorties intempestives. Il était en débat avec une députée et il lui a dit deux choses en 4 minutes qui à vous pourrait vous sembler totalement pas inacceptable, mais vous ne pourriez même pas comprendre que quelqu'un puisse dire ça. Il lui a dit ne vous énervez pas, ou bien ne t'énerve pas, tu n'es pas jolie quand tu t'énerves. Il lui a dit aussi, à cette époque-là, parce qu'elle lui avait rappelé un fait, on se demande sur les genoux de qui tu étais à cette époque-là. Et on a eu par exemple aussi notre ministre de l'Intérieur qui quand il a été interrogé sur les mesures de confinement, il a dit que le dimanche, par exemple, les livraisons à la domicile ne seraient plus autorisées. Il a dit que ça ferait du bien aux femmes de cuisiner de temps en temps. Ça, c'est des mots du sexisme ordinaire de nos dirigeants. Et à droite, il y a comme ça aussi des activistes et des féministes qui font des BD qui sont drôles. Là, je l'ai mis parce que c'est l'homme qui dit on se demande ce que tu as fait pour arriver à ton poste, et elle lui répond au moins, moi, j'ai fait quelque chose. Donc voilà, ce n'est pas un problème qui passe inaperçu en attendant que les mentalités puissent changer. Mais comment réformer quand tout va mal? Et ça, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Si on pourrait échanger aussi sur ça, ce serait bien. Le Liban est un pays qui va mal, enfin la planète va mal en général, mais le Liban particulièrement va très très mal. Donc le 4 août 2020, il y a une énorme explosion qui a ravagé la ville et a ravagé la vie de plus de milliers et de milliers de personnes. Donc, plus la crise économique qu'on vivait déjà, des frigos vides, des manifestations, les produits de base qui augmentent rapidement, la pandémie a aggravé la pauvreté, les personnes, on ne pense plus aux personnes en situation de handicap, on ne pense plus aux migrants, aux réfugiés, aux personnes de la communauté LGTB. Donc, 98% des réfugiés syriens au Liban aussi vivent dans une extrême pauvreté. Tout ça je dirais, dans l'impuissance et l'incurie du gouvernement. Donc, la question qui se pose, comment arriver à plus d'égalité, à réformer, comment mettre sur le devant les sujets sociétaux qui font qu'un pays avance, qu'un peuple vit et survit quand tout va mal. Comment militer dans ces conditions, qu'on nous dise ah, vous parlez de droits des femmes, mais voyez comment tout le peuple est traité, voyez l'état du peuple libanais. Donc c'est une question vraiment qui fait mal et qui n'a pas vraiment pour lesquelles on n'a pas vraiment de réponse. Donc pour terminer, voilà, je voudrais terminer sur une phrase auquel je crois d'ailleurs et que j'aime beaucoup.
qui est changer les lois et vous verrez à quelle vitesse les mentalités changent. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup de temps. Et c'est une phrase que Ruth Bader Ginsburg, la première femme à être nommée à la Cour suprême des États-Unis, a dit. Parce que nous, dans les ONG, on passe beaucoup de temps à faire de la prévention, on fait ce qu'on appelle awareness, et on attend que les mentalités changent. Est-ce que travailler sur les lois n'est pas beaucoup plus efficace? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Puis elle a dit aussi quelque chose qui nous parle aujourd'hui beaucoup. Nous ne vous demandons pas de changer le pays, cela s'est déjà produit sans la permission de personne. Nous vous demandons de protéger le droit du pays à changer. Voilà, je terminerai sur ça, sur ces paroles. Et voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation qui était vraiment très riche. Je pense qu'on a tous été très intéressés par ce que vous disiez, donc merci beaucoup pour ça. Donc pour rappel, on va poser premièrement des questions et ensuite on laissera le public intervenir pour poser même des questions sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément évoqués ou des sujets qui vous interpellent et que vous souhaitez approfondir. Donc tout d'abord, pour rebondir sur ce que vous disiez, dans votre présentation, vous parliez de la femme libanaise qui était très stéréotypée. Donc je voulais savoir quel type de stéréotypes étaient véhiculés. Est-ce qu'il existe des caractéristiques spécifiques, des stéréotypes spécifiques de la femme libanaise par rapport à l'image qui pourrait être véhiculée de la femme au Moyen-Orient en général? Oui. Oui, effectivement, la femme libanaise est stéréotypée, elle souffre de stéréotypes enfin, depuis longtemps, qui est d'abord le fait elle s'intéresse beaucoup à son aspect physique, au point d'en devenir vénale. Donc voilà, c'est ça. Et les stéréotypes disent qu'elle ne s'intéresse à rien d'autre, et en tout cas pas à la vie publique. Et c'est d'autant plus faux que dans l'enquête nationale que nous avons menée et dont les résultats sortent maintenant dans la semaine, il est dit que les femmes s'intéressaient, suivaient l'actualité nationale et internationale à 78%. Donc, ça veut dire qu'elle est intéressée par ce qui se passe, elle est intéressée par ce qui se passe dans son pays et autre part. Donc, ça, c'est un stéréotype qui est très souvent véhiculé. Oui, les femmes n'arrivent pas parce qu'elles ne veulent pas. Donc, il y a l'apparence, il y a le manque de vraie volonté, il y a le fait que, et ça c'est vrai, hein, qu'il y a beaucoup moins d'hommes, d'hommes que de femmes au Liban. Parce que les hommes et les jeunes gens ont tendance à émigrer beaucoup plus. Donc, il y a une compétition entre les femmes. Et d'ailleurs, nous avons le taux de natalité, un des plus hauts taux si vous voulez, de mariage. L'âge du mariage et de procréation de la femme est très élevé par rapport aux autres pays du Moyen-Orient et du monde, d'ailleurs. Du fait qu'on se marie beaucoup moins à cause de beaucoup de facteurs. Le facteur économique étant un. Donc, la compétition est rude et ça donne cette idée de compétition entre les femmes et d'un manque de solidarité aussi qui est faux. Parce que dans cette même étude aussi, nous avons décortiqué aussi le comportement des femmes vis-à-vis des femmes, notamment en ce qui concerne le vote. Que les femmes étaient beaucoup plus enclines à voter pour une femme juste par solidarité pour faire avancer la cause. Et puis les femmes ont montré aussi durant la crise sanitaire et l'explosion du 4 août qu'elles étaient tout à fait capables de prendre en charge non seulement elles-mêmes, mais leur famille, leur entourage et leur communauté. Ça, c'est pour ce qui concerne les stéréotypes. D'accord, très bien. De même, vous évoquiez donc les critères relatifs à l'empowerment. Donc ma question était la suivante, est-ce qu'il y a des dimensions sur lesquelles votre association parvient à lutter spécifiquement de manière plus efficace que sur d'autres critères, et quels sont-ils?
Oui, nous ne faisons pas beaucoup de soutien économique que pour les femmes qui veulent entrer en politique, mais économique dans le sens pour rendre leurs actions plus visibles. Parce qu'une des façons de travailler et qui peut paraître tout à fait normal dans un pays normal, donc je qualifie le Liban d'un pays anormal en ce moment, c'est qu'on a besoin on se fait connaître comme élu dans sa circonscription, dans l'endroit où il va se présenter, par les actions qu'il a sur le terrain. Donc, c'est là où nous faisons un soutien économique aux femmes, et c'est seulement sur ce levier, pour qu'elles aient des actions qui soient plus visibles et qui fassent, qui aient un impact positif sur leur communauté. Le reste, c'est beaucoup plus qu'elles soient plus connaisseuses de leurs droits. Parce que pour en revenir aux stéréotypes, c'est que les stéréotypes courants, c'est quand on voit les Libanaises on voit les Libanaises qui conduisent, qui voyagent, qui sont actives, etc. On pense qu'au contraire, ce sont les mieux nantis en termes de loi et de législation des pays arabes. Or, c'est totalement faux. Ça encore, c'est un stéréotype. Et très souvent, elles-mêmes ne connaissent pas ces lois. Donc, c'est là aussi que dans le terme d'empowerment, nous leur donnons accès aux textes de loi, nous leur donnons accès, par exemple, aux textes de loi qui régissent les municipalités, la Constitution, tout ça, pour qu'elles aient une vraie connaissance de la vie politique. Et c'est ce genre d'empowerment que nous faisons. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, tout à fait. Du coup, de même, pour rebondir par rapport à cette question, donc vous travaillez avec de nombreux acteurs. Ma question était, est-ce que vous travaillez avec d'autres associations féministes, par exemple? Quels sont les gens qui composent votre association? Vous parliez des questions juridiques. Est-ce que vous avez des personnes qui sont justement de tout bord de la société civile pour aider ces femmes à connaître mieux leurs droits? Oui, bien sûr. D'abord, nous dans notre association, nous sommes, nous croyons beaucoup au networking. Excusez-moi, le courant est parti, ce sont des choses qui arrivent à Beyrouth. Donc, nous croyons beaucoup à l'entraide entre ONG, pardon, et pour pouvoir être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que moi, si je veux travailler sur des projets par exemple, sur des réformes quelconques, je vais travailler avec une association qui a déjà fait ça avant. Je ne me sens pas menacée, on ne se sent pas menacé par des compétences déjà acquises par d'autres associations. Donc, et nous participons pleinement à et nous partageons leur campagne, nous faisons du lobbying avec elles et nous attendons d'avoir la même chose de leur part aussi. Parce que c'est comme ça, même si une association travaille sur la violence contre les femmes, il n'est pas dit qu'elle peut pas avoir un apport au sein d'une association qui travaille pour la participation politique des femmes et des jeunes. Donc, bien sûr, la coopération est très grande. En ce qui concerne les personnes qui font partie de l'association, elles ne sont pas très nombreuses, mais c'est le système au Liban. On n'a pas besoin d'avoir des adhérents. Toutes les personnes qui ont participé à des programmes, toutes les femmes dans toutes les régions du Liban qui ont participé à des programmes, se considèrent comme de facto comme des adhérentes. Et certaines, avec le temps, sont devenus des points focaux. Je ne sais pas si c'est un focal point, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est des personnes de référence dans leur région et qui elles-mêmes vont apporter la bonne parole, mais aussi relayer les informations à leur communauté. Et c'est très important parce que ça nous permet de travailler dans tout le pays sans être physiquement présent dans tout le pays.
Donc voilà. Et de même, est-ce que votre ONG aspire à se développer au sein du monde arabe en général, puisque vous travaillez déjà en réseau avec d'autres associations? Est-ce que vous travaillez en réseau avec des associations non pas seulement libanaises, mais des associations dans d'autres pays également? Oui, alors oui, parce que nous commençons juste une association. Bon, sur le programme que nous faisons maintenant sur les violences contre les femmes en politique, la violence contre les femmes en politique, le Liban est très en retard parce qu'on n'a pas de législation là-dessus. On n'a pas de législation spécifique là-dessus. Et par exemple, nous essayons de produire un livre de bonnes pratiques. Sauf que il n'y a pas assez de littérature, par exemple, au Liban là-dessus. Ça repose sur des focus groups que nous avons faits, sur des enquêtes sur le terrain, avec on a été voir ce que la législation fait. Et puis on s'est rendu compte, par exemple, qu'en Jordanie, il y avait une femme parlementaire, ex-parlementaire, qui avait beaucoup travaillé sur le sujet et qui avait elle-même fait ça. Au lieu de répliquer le travail, nous sommes entrés en contact avec elle et nous lui avons demandé de participer à l'élaboration de notre livre de bonne pratique, de notre manuel de bonne pratique. Donc, c'est une façon de faire des ponts avec les femmes arabes. C'était beaucoup plus facile du temps où il y avait des séminaires et des conférences dans différents pays, donc on voyageait très souvent. Donc, on connaissait les femmes en Tunisie, au Maroc, en Jordanie, tout ça qui travaillait sur les mêmes sujets. Mais là, maintenant, c'est pratiquement impossible. Donc, il reste ces séminaires, il reste ces pas qu'on fait nous vers les autres et parfois on reçoit évidemment des pas faits par d'autres femmes dans les pays arabes. C'est très important de garder ce lien malgré la crise sanitaire et le manque de moyens dont nous disposons en ce moment. Alors justement, par rapport à ce manque de moyens, d'après nos recherches, il semblerait que votre association est soutenue par le United Nations Development Programme. Pour la grande enquête, oui. Que nous allons publier. Nous allons faire une publication sur, je l'ai dit au début, sur la perception du leadership féminin chez les Libanais. Et ça va être donné, distribué au grand public, aux plateaux de télé, par exemple, aussi, aux dirigeants des chaînes de télévision qui oublient très souvent d'inviter des femmes sur les plateaux pour leur dire que les femmes savent qu'on ne les prenne pas en compte et que les faire disparaître du paysage audiovisuel, c'est aussi les faire disparaître de la vie publique, puisque et ça les handicape beaucoup pour entrer dans la vie publique, parce que si on ne les considère pas comme suffisamment valables pour les inviter et leur demander leur avis, comment voulez-vous que le grand public les prennent en considération et en leur donnant leur vote, son vote, quoi. Donc, cette grande enquête était soutenue par le PNUD et les deux derniers programmes que nous avons faits étaient soutenus par l'ambassade des États-Unis. Donc, voilà, c'est toujours des ambassades ou des organismes. C'est jamais le gouvernement libanais, ça on l'aura compris. D'accord. Et donc, pour finir sur cette première partie, pour enchaîner avec la deuxième partie, pour faire le lien, on se demandait également si vous aviez rencontré des difficultés ou des résistances dans la mise en œuvre de votre travail. Si oui, de quels acteurs? Et est-ce que personnellement, vous avez déjà été victime de harcèlement, de remarques sexistes en raison de votre engagement? Écoutez, les remarques sexistes, c'est presque tous les jours, mais c'est pas qu'on s'habitue, mais ça fait partie du quotidien. Ce qui est très dévalorisant, c'est que notre travail ne soit pas pris en considération. C'est encore plus dévalorisant qu'une remarque sexiste. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous avez vu l'état dans lequel nous sommes. Ça va servir à quoi? Donc, ça, c'est très dévalorisant pour les femmes qui travaillent sur les droits des femmes au Moyen-Orient. Mais je sais
pour avoir posté des vidéos de femmes en politique, qu'elles sont inondées de menaces, elles sont très souvent harcelées, ça fait partie de leur quotidien. Donc là aussi, comment elles réagissent, c'est vraiment un des freins, c'est une peur que les femmes en politique ont de subir ce harcèlement. Donc il est arrivé aussi, par exemple, durant pas la révolution, donc les mouvements de protestation, qu'on ait fait organiser, et en fait là on était 3 ONG à organiser ça, une conférence sur l'unification des codes civils. Donc ça, c'est une demande que beaucoup de gens ont, beaucoup de Libanais ont, et notamment les jeunes. On a assez de ces différents tribunaux, on n'a plus d'appartenance à la citoyenneté. Créons enfin un code civil unifié. Et là, on nous a carrément détruit l'attente dans laquelle nous étions, parce qu'il y a eu des extrémistes qui sont venus d'une région et qui ont interrompu la séance. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Merci beaucoup pour du coup, cette première partie. Donc, je laisse Raphaël enchaîner sur la deuxième partie, c'est-à-dire la femme au Liban et au Moyen-Orient en général. Ok, vous avez répondu à la majorité des questions qui voulaient être posées, donc je vais essayer de creuser le sujet avec vous. Je voudrais vous poser une question sur un sujet qu'on n'avait pas évoqué, ou du moins qu'on n'a pas évoqué complètement, et c'est le système de la kafala. On sait qu'au Liban, il y a plus de 250 000 femmes étrangères qui travaillent en tant que domestiques sous le système de la kafala. Et en gros, ce système, c'est un système qui ne respecte pas le code du travail. Je voulais savoir on voulait savoir en quoi le système de la kafala rentre dans la cause féministe et de quelle façon les mouvements féministes au Liban perçoivent ce système. Est-ce que c'est un système pseudo-esclavagiste? Est-ce que c'est un système qu'il faut changer? Quels partis politiques sont pour et contre ce système, etc. C'est une question très importante parce que effectivement, c'est les ONG qui travaillent contre les violences, non pas contre, qui travaillent pour l'établissement de lois contre les violences contre les femmes, qui ont travaillé ce projet de loi avec le ministre, un des ministres du gouvernement passé. C'était en 2017. Non, pardon, c'était il y a 2 ans, qui a voulu faire passer cette loi. C'était un ministre des forces libanaises, donc voilà. Il a voulu faire passer cette loi et il y était arrivé presque, jusqu'à que le lobby des placeurs, je ne sais pas comment les appeler, c'est pas des passeurs, c'est les agences de recrutement des travailleuses immigrées, ont fait tout un lobby et ont empêché que cette loi, qui est l'abolition de la kafala, soit adoptée. Comme vous avez dit, Raphaël, elle ne rentre pas dans le Code du travail. Effectivement, il voulait rentrer dans la loi du travail. C'était le ministre du Travail. La bonne nouvelle, la semi-bonne nouvelle, c'est que les contrats des travailleuses immigrantes, on les appelle, ont été revus. Donc, parce qu'ils étaient totalement inhumains et elles étaient à la merci de leur employeur. Le système de la kafala c'est quelque chose de totalement insoutenable et c'est un problème qui est dans beaucoup de pays arabes. Il est d'autant plus poignant que maintenant, avec l'appauvrissement du peuple libanais, il y a beaucoup de femmes qui sont jetées à la rue, sans même pouvoir rentrer chez elles et pouvoir se payer un billet d'avion. Donc, on les laisse. Vous imaginez la crise sanitaire, pas un sou, elles ne peuvent plus envoyer d'argent. Elles étaient là pour envoyer de l'argent à leur famille. Donc, résultat, elles ne sont plus nourries ni logées, elles ne peuvent plus envoyer de l'argent à leur famille. Donc, c'est un problème. Et beaucoup ont été rapatriés. Donc, le chiffre que vous avez mentionné, il faut qu'il doit être revu à la baisse maintenant.
Mais effectivement, c'est un problème très grave. Ouais. Très grave. Je voudrais qu'on creuse un sujet dont nous avons parlé, c'est le Global Gender Report. Oui, Vous avez dit que le Liban était classé 159e, oui, ce qui est en l'occurrence très bas. Et oui, la plupart, beaucoup de Libanais surtout sont surpris de ce classement parce que on en- on en- quand on parle du Liban, on parle d'un pays qui est assez libéral. Non. Le cliché du Liban, c'est que c'est un pays démocratique, confessionnel, dans le sens où il y a un partage de plusieurs cultures confessionnelles, etc. Donc, on voulait savoir pourquoi le Liban est classé tellement bas alors qu'il est perçu comme étant un des pays les plus démocratiques et libéraux du monde arabe. oui, parce que le gender gap prend en considération la vie économique et la vie politique. Quand on mesure un gender gap, c'est les deux qui sont pris en considération. Donc, les femmes au Liban participent, donc, comme on a dit, à 28-29% de la vie économique. Et maintenant, je serais curieuse, vu que 55% des Libanais sont au chômage, combien d'entre elles? Vraiment, le chiffre de 55% est une réalité. Une réalité. Donc, il n'est pas bon de mesurer le gap aujourd'hui. Donc, pourquoi il est aussi bas? Parce que les femmes au Liban, d'abord, il y a beaucoup de travail qui n'est pas visible, qui n'est pas répertorié par le travail dans les champs, le travail dans certaines usines, pas déclaré, le travail non déclaré, etc., n'est pas pris en considération dans le gender gap. Mais les Libanaises avaient la tendance, et ça, c'est pas un secret, d'arrêter de travailler au moment de fonder une famille. C'était vrai il y a 4 ans, 5 ans, pour revenir sur le marché du travail après. Donc, vu comment vont les choses économiquement, ça va plus être possible. Donc, ça va être, et maintenant, en ce moment, il y en a beaucoup qui, elles, travaillent et leur conjoint est sans travail. Donc, ça va renverser tous les chiffres. Mais un des problèmes, c'est ce fait d'arrêter de travailler culturellement. Elles font des études supérieures. Très souvent, elles ont des PhD. Elles peuvent avoir étudié à Harvard ou à l'université américaine libanaise. Et soudain, quelque chose se passe. Elles arrêtent tout. Elles arrêtent tout et c'est là où les chiffres passent. Et c'est très mauvais. On sait très bien que c'est très mauvais d'arrêter pour l'avancement d'une carrière. Et en plus, c'est très difficile de retrouver du travail après. Et très souvent, elles font la balance entre travailler en dehors de la maison et trouver un mode de garde acceptable pour leurs enfants, parce que l'État est encore une fois totalement inexistant, et le fait de devoir se faire aider à la maison par un mari qui ne va pas aider et par une aide ménagère qu'elle ne peut pas payer. Donc, elles ne travaillent plus, elles font la balance. Ça, c'est mis à part le côté culturel qui existe dans certains milieux, qui trouve que le travail qu'ils trouvaient, à l'époque où on mesurait le gender gap il y a 2-3 ans, que faire travailler sa femme, ça veut dire que soi-même, on n'est pas apte à nourrir, on n'est pas capable de nourrir sa famille. Ok. Vous avez cité des chiffres avant. Vous avez dit, non, pardon, vous avez dit que c'était quoi, 50%, entre 30 et 50% des femmes sont adhérentes à des partis politiques et plus de 78% des femmes suivent les nouvelles. Ouais. Vous avez aussi parlé de la solidarité, enfin ce cliché de solidarité entre femmes et participation politique en disant que ce n'est pas vrai qu'une femme vote pour une autre femme juste pour son statut de femme en politique. Je voudrais relier ces deux éléments et vous poser cette question. Il y a Oui. maintenant dans le Parlement seulement 6 femmes. Oui. Comment expliquer ça alors que la participation politique des femmes dans son absolu, dans l'électorat, est très élevée? Oui, ça d'abord, ça tient beaucoup à notre système électoral. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais les femmes voteraient. Alors, c'est très clair, comme si vous voulez.
les femmes voteraient pour une femme, mais pas n'importe quelle femme. Il faut qu'elle soit sur la liste électorale qu'elles ont voulu, qu'elles ont choisie. C'est-à-dire qu'on ne va pas voter pour une femme de la liste adverse. C'est pour ça que ce que disent les femmes, c'est qu'il faut des femmes sur toutes les listes. Il y avait quand même des listes électorales où il n'y avait pas de femmes. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais en décortiquant les votes, et ça aussi, ça a démoli un cliché, c'est que toutes les femmes qui ont eu des votes préférentiels acceptables l'ont eu de femmes. C'était un vote féminin. Donc une femme, mais les Libanaises, comme toutes les autres femmes, ont aussi des opinions politiques. Elles ne vont pas renier leurs opinions politiques juste parce que c'est une femme. Mais si une femme est sur la liste électorale qui leur convient, elles voteraient pour une femme. Ok, ça marche. C'est tout. D'accord. Il y a une question dans le chat box. Je ne sais pas si vous voulez que je réponde maintenant. Vous voulez me la lire? Peut-être on passera aux questions du public à la fin. Là, je vais vous poser quelques questions sur justement les perspectives d'avenir sur l'engagement des femmes et l'empowerment des femmes au Liban. Alors, première question, c'est sur l'unité nationale et la cohésion politique. On voit bien au Liban une diversité de crises économiques et politiques qui abîment l'unité du pays. Alors, la participation des femmes à la politique libanaise permettrait-elle de renforcer cette cohésion? On a bien vu que des études politiques ont montré que les femmes en politique apportent de la stabilité et aussi davantage de développement. Alors, qu'en pensez-vous? Ce que je pense de la... Oui, bien sûr, les femmes, on ne va pas rentrer aussi dans le cliché des stéréotypes, en cantonnant les femmes à leur rôle de faiseuses de paix et consolidation de la cohésion, etc. Mais c'est vrai que le discours est plus apaisé quand il y a des femmes. Ce qu'on a tendance à faire au Liban, c'est à relier, si vous voulez, la présence des femmes au changement. Et ce qu'on entend aussi comme stéréotype, c'est oui, une femme, si elle est capable de changer les choses, alors qu'on ne met pas cette pression sur les hommes. Les hommes ont le droit de réussir et d'échouer. Bon, très souvent, ils ont échoué, mais ceci est totalement inacceptable dans la perception des hommes. C'est si elle est là, elle doit faire quelque chose. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, alors qu'il y en a beaucoup qu'on n'entend pas. La femme, elle a ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit considérée comme un homme comme les autres, enfin un homme politique comme les autres, quoi. C'est plutôt ça. Donc, ce qui est vrai aussi, c'est que en ce qui concerne les droits des femmes, et ça expliquerait pourquoi on est aussi en retard, c'est parce qu'on n'a pas de femmes au Parlement. C'est-à-dire que si on attend que ce soit les hommes qui soulèvent ces sujets-là, ils auront d'autres priorités. Et tout ce qui a rapport et dans la perception, et peut-être la réalité aussi, c'est qu'une femme aura beaucoup plus tendance à penser à améliorer son environnement, c'est-à-dire s'occuper de l'éducation, du secteur hospitalier, enfin ce genre de choses qui touchent à son bien-être, à son bien-être, au bien-être de sa communauté. Donc, c'est ça. C'est pour ça que, évidemment, il faut des hommes et des femmes dans les gouvernements et dans les parlements pour que les avis divergent sur tous les sujets et qu'il y ait des gens qui soient plus concernés par certains sujets que d'autres. Donc, au Liban, on a eu et ça m'avait frappé parce que on a eu la première femme ministre de l'Intérieur au Moyen-Orient. Et elle a dit une phrase qui m'avait frappée au cours d'une conférence. Elle a dit: la première chose sur laquelle, en tant que ministre de l'Intérieur, je voudrais travailler sur deux choses, mettre en priorité. Un, les accidents de la route, parce que les gens conduisent comme des fous et que les jeunes
meurent beaucoup sur la route. Elle l'a dit en pensant à ses enfants, et les problèmes d'addiction à la drogue. Elle n'a pas eu honte de le dire. Évidemment, elle a parlé après de la sécurité, etc., mais c'était pas, ça a été pris de façon positive. Un homme, peut-être, n'aurait pas, un homme au ministère de l'Intérieur n'aurait pas pensé à ces choses-là, peut-être. Ou bien n'aurait pas osé le dire comme ça, de le formuler comme ça. Alors, merci justement. Espérez-vous, avec l'échec de la classe politique libanaise et la crise généralisée, espérez-vous aux prochaines élections législatives que davantage de femmes entrent au Parlement? Oui, si on travaille sur précisément les mécanismes d'accession. Il faut, dans les nouvelles formations politiques et dans la jeunesse, les candidatures de femmes étaient très nombreuses. Elles sont très nombreuses à participer à ces nouveaux mouvements. Mais ce qui reste obscur, c'est le mécanisme d'accession. C'est qu'on a vu que c'était très compliqué. Donc, moi, je suis presque sûre que sans quota et sans mesures punitives ou coercitives pour les gens qui ne mettent pas de liste de femmes sur leur liste, dépensent des milliards pour leur campagne alors que d'autres candidats n'ont pas le droit de le faire, etc., on ne va pas arriver à grand-chose. Il y aura peut-être 2 ou 3 femmes de plus, mais c'est rien à côté enfin, c'est un chiffre qui est encore inconcevable pour un pays comme le Liban. Alors, merci. Maintenant, on va passer aux questions du public. Alors, dans le chat, je vois une question de Mehdi. Alors, bonjour. Vous aviez mentionné quelque chose d'intéressant au début sur les liens entre le néocolonialisme et le fondamentalisme. Hadi, Est-ce que vous pouvez répondre dessus? Oui. Ouais, Oui. Alors, oui, je vais. Les fondamentalistes sont, évidemment, ils ont fait reculer ça, ce n'est pas ma lecture, je tiens à le dire. C'est la lecture de beaucoup de féministes arabes, du monde arabe. C'est qu'elles pensent, même si elles pensent que les fondamentalistes sont les premiers à faire du mal aux femmes et à reculer les causes des femmes, à les exclure de l'espace public, elles pensent aussi que les néocolonialismes, c'est-à-dire que les puissances occidentales qui ont un droit de regard ou par les financements ou par leur mode de vie font autant de mal que ces fondamentalismes aux femmes. Donc à des niveaux différents. Mais pour elles, ce sont les mêmes deux ennemis. C'est-à-dire qu'elles pensent que adapter une vie occidentale, par exemple, et mettre des normes occidentales sur les femmes dans certains pays, dans certaines communautés, est aussi violent que les fondamentalistes. Voilà, c'est à peu près ma lecture des choses. Je ne suis pas très versée dans le sujet, mais je sais que c'est très souvent revenu et redit, que faire une caricature de société occidentale et quand on n'est pas vraiment ne va pas ne va pas en Orient. Et les fondamentalistes, évidemment, en fait, la question ce n'est pas un lien entre néocolonialisme et fondamentalisme. C'est plutôt une façon de voir les deux choses aussi négativement sur le sort des femmes. Ensuite, on peut peut-être rebondir sur la question qui avait été posée précédemment de Caroline Dominique Laurent. Vous mentionnez le rôle d'Internet pour une nouvelle forme de féminisme qui devient de plus en plus globale. On voit très bien que cet outil participe à l'empowerment des jeunes femmes. Qu'en est-il des jeunes hommes? Sont-ils eux aussi plus ouverts aux droits des femmes? Sont-ils présents dans la lutte des femmes? Oui, alors c'est une question qui à moi m'importe beaucoup parce que c'est précisément cette problématique
qui a signé le changement si vous voulez, de direction de mon ONG. C'est-à-dire que nous avons décidé de faire participer systématiquement les hommes à toutes nos activités. Donc, sur certains sujets, c'est un peu difficile. Mais quand il s'agit d'empowerment, c'est un requisite, si vous voulez, c'est une chose. C'est-à-dire que si on a un training ou bien une activité où il y a 30 femmes, nous nous engageons à avoir au moins 10 hommes. Et ce n'est pas très facile de les amener quand c'est une question exclusivement féminine. Bon, quand on fait quelque chose au sujet de la connaissance politique ou la structure du Parlement, etc., il y a autant de filles ou de jeunes gens ou de jeunes filles qui s'inscrivent au programme et qui relaient les campagnes sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand il s'agit de problématiques de femmes, ils sont beaucoup plus timides sur la chose. Mais certains osent, mais c'est certainement quelque chose sur lequel on doit travailler pour les rendre beaucoup plus, comment dire, réceptifs à ces idées-là. Et aussi, en parlant de stéréotypes, il y a un stéréotype très présent aussi, qui est quand on est féministe, c'est très présent en Orient, hein. Quand on est féministe, on déteste les hommes, forcément. Donc, on fait un clan à part et on veut tout faire pour détruire les hommes. En faisant des activités communes, en demandant à des hommes de partager des soucis de femmes, on essaye de recréer une balance qui n'existe pas vraiment encore, mais qui est vraiment un pas que nous sommes en train de faire. Donc, sur les réseaux sociaux aussi, c'est facile. Mais moi, je sais très bien que si je vais faire une campagne sur les réseaux sociaux qui touche les jeunes en général, et l'inclusion dans la vie politique, je vais avoir autant de filles que de garçons qui vont réagir sur les réseaux sociaux. Mais si je vais parler de la violence contre les femmes en politique, je vais avoir beaucoup moins de garçons ou d'hommes qui vont réagir. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut continuer. Mais comme on a dit pendant la révolution d'octobre, les hommes étaient aux côtés des femmes pour revendiquer leurs droits. D'ailleurs, le droit à la nationalité des femmes, ce non-droit à la nationalité handicape beaucoup de jeunes gens qui sont issus de pères étrangers, non libanais, et qui n'ont pas droit à la nationalité libanaise, même s'ils vivent au Liban avec leur mère. Donc, ça, c'est un sujet fédérateur. Voilà. De même, nous avons une question sur l'éducation, donc de Madame Nathalie Coste, que je salue. Diriez-vous qu'il existe au Liban une volonté d'éducation à l'égalité des droits à l'école et dans quelle mesure? Oui, donc on a failli avoir cette volonté. On a failli avoir cette volonté. Il y avait tout un programme, enfin si vous voulez, un programme qui avait été développé sur les manuels d'enseignement. Donc, de ne plus véhiculer ces stéréotypes que vous ne voyez plus depuis très longtemps en France, qui est papa lit son journal pendant que maman s'active à la cuisine, etc. Ça existait vraiment dans les manuels scolaires jusqu'à il y a quelques années. Donc, il y avait tout un travail de réforme qui devait être fait. Il y avait même moi-même, j'ai fait des conférences sur l'égalité et les stéréotypes dans les écoles. Mais c'est pas une volonté vraiment politique, c'est pas le souci majeur du gouvernement libanais, c'est pas le souci majeur des enseignants, et ça va l'être, et c'est d'autant plus triste maintenant que ça va l'être de moins en moins avec les cours en ligne où on va zapper tout ce qui a trait à l'éducation civique, à l'éducation à l'égalité, à la tolérance aux droits de l'homme, etc., pour se concentrer sur des sujets, qui sont très importants, mais qui sont les maths et la géographie et l'histoire, et on va zapper tout ça, et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, c'est une volonté des gens, c'est une volonté des acteurs
de la société civile, mais ce n'est pas vraiment une volonté politique. Ok, on avait une question de Kenza. Elle dit, vous avez parlé tout à l'heure de la question de la réforme quand tout va mal. Pensez-vous que cela est possible? Une situation de crise pourrait-elle justement favoriser le changement des statuts sociaux et la réduction des inégalités? Oui, c'est-à-dire que notre gouvernement a réussi à réduire les inégalités. Il nous a tous rendus pauvres. Donc, c'était un moyen radical pour réduire les inégalités. Donc, on a appauvri tout le monde. Maintenant, avec les restrictions, par exemple les restrictions bancaires, personne n'a plus accès vraiment à son argent. Donc, s'il y a une conscience des inégalités, c'est peut-être aujourd'hui qu'elle va se faire. Si que vous ayez 100 000 $ ou 3 000 $ dans votre compte ou 500 $, vous êtes logé à la même enseigne. Donc, ça, certainement, cette conscience de l'inégalité sociale va certainement être... elle ne peut pas plus être prise en considération. Si le pays réussit à décoller, comme un jour, je ne sais pas quand, mais s'il réussit, il est impensable qu'on recommence comme avant. C'est-à-dire, par exemple, ne pas soutenir l'éducation publique, ne pas soutenir les hôpitaux publics, ne pas penser à toutes ces choses-là, aller vers un capitalisme sauvage, d'un investissement inutile, etc. Ça va certainement être repensé. Bon, au sujet des sujets sociétaux, oui, est-ce que les gens y pensent plus parce que les gens sont beaucoup plus enclins à regarder en dehors maintenant. Les gens partent, les jeunes partent, etc. Et ils voient l'état dans lequel le pays est. Ça ne peut que se réformer s'il y a une véritable volonté, s'il y a un changement politique tout simplement. Parce que la nouvelle génération, ou bien les gens qui aspirent à avoir plus de pouvoir et dont la voix qui était silencieuse toutes ces années-là parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder au pouvoir, pensent à tous ces sujets. C'est des sujets dont ils n'ont pas, auxquels ils réfléchissent. Mais quand est-ce que ce sera une priorité? Là, c'est une autre question. Et c'est là la difficulté. Quand les mettre en avant? Quand le problème des violences contre les femmes est un problème qui peut être mis en avant, qui est audible maintenant, parce que c'est un problème que l'on vit et que tout le monde entier vit. Et on ne peut pas le taire. Mais si vous voulez, c'est le sujet sociétal. Je n'arrive pas à penser à d'autres sujets qui sont vraiment sur lesquels on pourrait travailler maintenant en état de crise. Après, bien sûr, la nouvelle génération y pense, bien sûr. Alors, on a une question. Comment les disparités entre les religions qui sont ancrées dans la Constitution peuvent-elles impacter les lois en faveur des droits des femmes? Voilà. Écoutez, je vous donne si vous voulez, un exemple très simple on en a parlé, la loi sur le mariage des mineurs, par exemple. Pour être très clair, il y a une communauté qui a refusé, qui est la communauté chiite, a refusé d'entériner cette loi parce qu'elle a dit que c'était contraire aux lois des tribunaux ja'afarites qui permettaient le mariage des filles à 9 ans. Donc, d'un côté, vous aviez une partie, un député, un parlementaire qui présentait une loi pour lui dire, pour empêcher les mariages au moins de 18 ans, et quelqu'un d'autre qui vous dit qu'une fille peut se marier à 9 ans. Donc, c'est comme ça. Le droit à la nationalité, c'est pareil. Le droit à la nationalité, c'est une communauté qui la veut absolument parce qu'elle sait que ça ne présente pas un danger réel ou irréel pour elle. Donc, pour être plus clair, les sunnites, par exemple.
Et les chrétiens ont cette peur que ça va, la balance, encore, le nombre de chrétiens va encore baisser au Liban. Enfin, ce sont des sujets comme ça qui sont très, si vous voulez, c'est comme ça que les communautés influent sur la vie de tout le monde. Le mariage civil, vous rendez compte, le mariage civil est une chose, même le mariage civil est une chose impensable au Liban, parce qu'on enlève le droit aux tribunaux religieux de légiférer, donc sur notre, et d'avoir une incidence sur nos vies. Donc, et en ce qui concerne, par exemple, le droit de garde, chaque tribunal a qu'il soit druze, chrétien, maronite, sunnite, protestant, etc. Chacun a un âge légal de la garde des enfants, par exemple. Donc, ça peut varier de 4 ans à 16 ans. Donc, c'est comme ça. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à cette question, mais c'est une question auquel on pense tous les jours. Alors, on a une autre question posée par la même personne. Vous avez déjà en partie répondu, donc je vous la pose quand même tout de même si vous voulez ajouter d'autres choses. Au Liban, les femmes sont-elles toujours victimes de leur combat, entre parenthèses, comme avec la libération sexuelle ou autre? Une amélioration, acceptation, point d'interrogation. Oui, donc la libération sexuelle, c'est très intéressant. Et là aussi, ça prouve la complexité de la société libanaise. Il y aura jamais, par exemple, une acceptation. L'acceptation se fait dans les actes, dans la sphère publique, privée. Mais on ne va jamais dire publiquement que, par exemple, on accepte l'avortement. L'avortement est toujours pénalisé. Hein. Mais on sait, et un médecin pourra vous dire que le nombre d'avortements qui se fait, il est énorme. Donc, ça veut dire aussi que l'accès à la contraception n'est pas vraiment réussi. Donc, une amélioration, si on continue dans ce repli communautaire, ça va être difficile. La libération sexuelle, elle est actée dans la vie, presque. Mais c'est au niveau des lois que ça ne va pas. Et c'est là tout le problème du Liban. On ne pourra jamais, si on ne se débarrasse pas de cette l'emprise des religieux sur nos vies, on ne pourra jamais arriver à une amélioration au niveau des lois. Après, au niveau comportemental, on fait ce qu'on veut. Et ça dépend aussi de son milieu socio-culturel. Donc, comment on a été élevé, comment ses parents voient voilà, ça dépend aussi du niveau socio-économique aussi. Si on a étudié dehors, si nos parents sont comme ci, comme ça, voilà. C'est pas une question spécifiquement de religion, mais il n'y a pas vraiment un travail qui est fait sur, comme vous avez donné comme sur la libération sexuelle, par exemple. Si vous prenez par exemple le problème LGTB, il est toujours criminalisé par la loi, mais il est acté dans la vie. Et c'est toujours à la discrétion des juges, de juges éclairés qui décident de ne pas faire suite aux plaintes ou bien d'arrêter les procès en cours, etc. Donc, il y a cette disparité entre les gens et la loi. Ok, je pense que toutes les questions ont été posées. On voudrait vous remercier encore une fois pour votre conférence. Elle est très intéressante. À titre personnel, en tant que Libanais, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'en suis fier. Et j'espère que tout le monde partage la même opinion que moi. Et nous espérons tous que d'ici quelques années, nous arriverons à atteindre nos objectifs et à libérer la femme au Moyen-Orient et dans le monde entier, pas juste au Moyen-Orient.
Merci, merci pour votre invitation. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup, oui, pour votre participation également aux spectateurs, d'avoir été nombreux et d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez également appris beaucoup et que ça permettra à chacun d'entre nous de réfléchir sur ces sujets. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation grâce à Raphaël aussi. Et merci également aux spectateurs d'avoir été actifs, d'avoir posé leurs questions et d'avoir contribué à une conférence davantage riche et qui nous a permis d'en apprendre tous sur ces sujets qui sont fondamentaux au Moyen-Orient et dans le développement de la région. Merci. Merci. Au revoir.